Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'international entre le conflit en Ukraine et bien sûr le conflit israélo-palestinien. Alors depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, l'Ukraine voit son allié américain tourner les talons. L'Europe, elle, n'a plus de voix, elle est totalement inaudible. Alors faut-il craindre d'assister impuissant à un conflit mondial? À quelle redistribution des cartes faut-il s'attendre? L'Occident a-t-il définitivement anéanti la diplomatie européenne? C'est tout ça que nous allons voir dans cette émission. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Galacteros. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques, géopolitologue, présidente du think tank Géopragma. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Je cite Vers un nouveau Yalta, c'était publié aux éditions Siger. Caroline Galacteros, on va commencer à l'Est, si vous voulez bien. Au printemps dernier, la contre-offensive ukrainienne devait changer la donne, repousser les Russes en dehors des frontières du Donbass. Nous sommes 6 mois plus tard. Aujourd'hui, comment qualifieriez-vous la situation en Ukraine ? Je pense qu'on est arrivé à un point d'évidence où il est clair maintenant qu'il est fort peu probable que l'Ukraine puisse non seulement résister victorieusement aux avancées russes qui se font doucement mais sûrement, qui continuent à se faire à l'heure actuelle, et encore moins, évidemment, en renverser le rapport de force, et encore moins récupérer un jour le Donbass, et encore moins récupérer un jour la Crimée, etc. Donc on est vraiment maintenant arrivé à... Voilà, il y a un fait de réalité. Il y a un fait de réalité. Les forces armées ukrainiennes sont en mauvaise passe. Elles sont... il n'y a pas assez d'hommes, il n'y a plus assez d'armes. Le conflit au Moyen-Orient a donné l'opportunité, finalement, aux États-Unis de pouvoir se désengager. Changer de cheval de bataille. Face à un fiasco militaire de toute façon, et au plan politique pour les Américains, ça devient très compliqué, même pour Biden, puisqu'il a affaire quand même, dans le camp républicain, mais même chez les démocrates, on commence à demander des comptes, quoi. Où va tout cet argent? Comment se fait-il qu'il y en ait un bon tiers, voire une petite moitié qui disparaissent, des armes, de l'argent lui-même? Voilà, donc on est militairement, on n'est pas du tout comme on le dit, pour essayer d'échapper à l'humiliation trop flagrante, dans une impasse où les forces des deux côtés ne pourraient plus avancer. C'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que l'armée russe est en très bonne position. Elle continue à avancer à son rythme, mais je pense qu'il y a encore un certain nombre d'ambitions et de plans pour avancer à la fois au nord et au sud, et pour finalement cornériser vraiment la partie résiduelle de l'Ukraine. Alors voilà. La grande question que tout le monde se pose, pardon, excusez-moi, c'est Odessa. Est-ce que Odessa, selon vous, fait partie des plans russes? Ça fait probablement partie des plans russes. Maintenant, est-ce que ça fera partie des plans à mettre en œuvre? Est-ce qu'il n'y aura pas, et il y a des bruits selon lesquels il y a déjà un certain nombre de pourparlers américano-russes sur le fait de... Sur la sortie de crise. Voilà, sur une sortie de crise, parce qu'on voit bien que ça ne mène pas où on veut, et de toute façon, ça va se faire sur les termes russes, hein. C'est évident. Moi, ça fait des mois que je le dis, ça semble une évidence, a priori, militaire. C'est-à-dire que les 4 oblasts qui ont été intégrés dans la Fédération de Russie, je pense vraiment pas qu'ils vont en ressortir. La Crimée, n'en parlons pas. Et on voit bien qu'il y a des gros tiraillements aujourd'hui au sein même du pouvoir ukrainien, que le président Zelensky est en mauvaise posture, y compris par rapport à son entourage et par rapport aux forces armées ukrainiennes, puisque le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes, rien de moins, le général Zelensky, vient de s'exprimer largement dans The Economist pour expliquer que non, c'était pas la grande victoire comme on l'espérait, c'était même pas la petite d'ailleurs, et que l'armée ukrainienne était en mauvaise passe. Alors on peut toujours expliquer, oui, on leur a pas assez donné, on leur a pas donné à temps, bon bref. La réalité, c'est que même si les forces ukrainiennes se sont battues courageusement, il ne faut pas le nier, c'est pas un jugement de valeur porté sur l'héroïsme même des soldats ukrainiens. Au contraire, d'ailleurs. Au contraire, mais c'est un héroïsme qui confine maintenant un peu au désespoir. Il y a énormément de désertions. Les Russes y compris dans les hauts gradés, d'ailleurs, hein, qui veulent plus attaquer. Mais non, parce que c'est une boucherie, en fait. Hein. L'artillerie russe...
C'est quelque chose. Alors, vous évoquez l'entretien du général Zaloujny dans les colonnes de The Economist. Il y a également eu ce reportage du Time qui a suivi l'entourage de Zelensky depuis son voyage à Washington, puis son retour en Ukraine, où finalement on se rend compte que même l'entourage de Zelensky n'y croit plus, prend acte de la situation militaire. En revanche, ce que l'on constate, c'est que Zelensky, lui, semble toujours convaincu d'une victoire possible. Alors, est-ce que c'est une posture qu'il lie à sa destinée personnelle ou selon vous, est-ce que c'est finalement un des... Certains parlent de croyance messianique d'ailleurs pour Zelensky. Je ne sais pas en quoi il croit. Je ne sais pas en quoi il croit. Je pense qu'il est dans une situation personnelle, effectivement, politique et personnelle, très délicate, de plus en plus délicate, parce qu'évidemment, si vous voulez, se rapproche le moment où, à force de petit à petit délivrer un peu de la vérité, notamment militaire, de ce conflit, on va arriver quand même à un sujet qui est, mais alors, pourquoi tout ça? Pourquoi tous ces morts? Pourquoi ces centaines de milliers de morts ukrainiens? À quoi bon? Est-ce que ça n'a jamais été véritablement gagnable? Et du coup, lui, qui était la caution de toute cette grande manœuvre de l'OTAN, finalement, et qui en était l'outil, eh bien, il s'expose à de sacrées représailles éventuellement populaires si la population commence à se rendre compte de ce qui s'est passé. Parce que c'est toujours la même chose. On dit soutenir l'Ukraine, on va soutenir l'Ukraine, mais c'est pas le peuple ukrainien qu'on soutient. On soutient une clique, une junte au pouvoir qu'on a mise là pour faire quelque chose qu'elle n'a pas réussi à faire, probablement parce qu'elle ne le pouvait pas de toute façon. Donc c'est une équation vouée à l'échec, dans laquelle on s'est enfoncé et on a laissé s'enfoncer l'Ukraine et les Ukrainiens. En espérant que la Russie tomberait, en espérant que l'économie russe s'effondrerait, en espérant que Vladimir Poutine allait mourir de son 15e cancer, en espérant tout un tas de choses. Il y a même des fils sur Telegram qui disent qu'il est mort déjà depuis un mois, si vous voulez, Vladimir Poutine. Enfin, pas un mois, mais 3 semaines. Et il est enterré avec Kadyrov. Non, alors Kadyrov aussi. Oui, non, il est pas. Non, il est congelé quelque part. Enfin bon. Enfin, si vous voulez, on est dans un délire parce que l'humiliation est forte. Il faut quand même en prendre la mesure, à la fois pour l'OTAN, pour les États-Unis, pour l'Europe. Enfin, on est face à un mur, là, un mur de réalité. Mais vous dites, on a laissé l'Ukraine s'enfoncer finalement dans cette situation. C'est même pire quelque part, puisque je me souviens que dès le départ du conflit, il y a eu des pourparlers de paix qui ont été initiés. Et on se rappelle que Boris Johnson, qui était au pouvoir en Grande-Bretagne, a empêché ces pourparlers. Et il est évidemment pas le seul à avoir mis des bâtons dans les roues de la paix. Non, il était probablement en service commandé depuis Washington. Bien sûr. Non, bien sûr, il y avait un accord drafté, déjà pré-signé, parce que finalement Zelensky, très très vite, dès le début, avait eu un réflexe, j'allais dire, salutaire, de survie, en disant bon, très bien, on ne rentrera pas dans l'OTAN, etc. Et les forces russes avaient commencé à se retirer des alentours de Kiev en attendant que cet accord soit conclu. Et effectivement, tout est reparti et on a expliqué gentiment à Zelensky qu'il n'était pas là pour faire la paix, il était là pour faire la guerre. Et c'est comme ça qu'il était là. Voilà. Oui, mais en même temps, il faut savoir, et c'est pour ça que c'est très dangereux ce qui peut se passer vis-à-vis de la population ukrainienne, parce qu'il a été élu sur un programme de paix. Absolument. Il a été élu sur un programme de paix. Je vais faire la paix avec la Russie dans le Donbass. Donc, et à peine élu, hop, ça s'est retourné comme une crêpe, et on est passé au véritable plan. Et quand on voit les résultats du plan, on peut penser que la population ukrainienne, à un moment donné, peut-être va se rendre compte de la supercherie dans laquelle elle a été entraînée. On peut penser aussi que Zelensky se rend compte que la population a compris, puisque les élections, c'est pas pour tout de suite, a priori. Non, ça, les élections... Elles étaient prévues et finalement elles sont repoussées, s'inédiées. Tout à fait. Et il se disait que le général Zaloujny, dont on vient quand même d'assassiner... aimablement l'un des principaux lieutenants, pourrait être un candidat éventuel. À l'instar d'Arestovitch aussi, d'ailleurs. À l'instar d'Arestovitch, qui lui prépare son affaire depuis plus longtemps. Ça fait quand même déjà des mois et des mois que depuis qu'il a démissionné, il passe sa vie à expliquer l'inverse de ce qu'il disait quelques années il est dans son sas de décompression. Voilà, il décompresse, oui.
Alors si on revient quand même sur la propagande occidentale, une propagande qui a été absolument féroce pour vanter les mérites de la contre-offensive ukrainienne, une avancée toujours plus impressionnante, des troupes russes qui battent en retraite des prisonniers toujours plus nombreux. Ce que je vous propose d'écouter, c'est peut-être le parangon de cette propagande qui a beaucoup œuvré sur LCI. Cette fois, il est sur la télévision du Figaro. Les tentatives de le percer ont échoué. Je regrette pour ma part que les Ukrainiens aient continué leur tentative de percer. Ils se sont trop entêtés, selon vous? C'est mon sentiment, oui. Et donc, du coup, ils ont perdu des hommes pour pas... Je pense, oui. Ils n'ont pas percé la deuxième ligne, ni la troisième, donc il en est toujours resté pour les Russes. C'est pour ça, il y a un moment où quand on tape dans le mur, il faut arrêter de taper dans le mur. Si j'étais mauvaise langue, évidemment, je dirais les rats quittent le navire. Mais ce serait pas gentil. Non, c'est pas gentil. Alors, on ne le dira pas. Non. Néanmoins, cette position, bon là, ça nous fait sourire, mais c'est quand même terrible parce que finalement, cette propagande qui a consisté à expliquer que l'Ukraine allait gagner, elle a poussé les combats toujours plus loin. Mais bien sûr. Donc, elle a poussé à faire de plus en plus de morts. Absolument, et de toute façon, enfin, c'est assez ahurissant d'entendre le général Yakovlev dire cela, parce que l'on sait très bien que les armées ukrainiennes travaillent sous la supervision assez étroite de conseillers occidentaux, on va dire ça au sens large, et que ce sont eux qui ont poussé aussi les forces ukrainiennes à aller, alors peut-être qu'elles se sont entêtées à certains endroits, mais elles se sont aussi entêtées parce qu'on leur expliquait sans arrêt qu'il fallait qu'elles aient une victoire décisive quelque part pour qu'on puisse vendre une victoire ukrainienne, enfin. Voilà. On se rappelle avec Bakhmout. Hein, voilà, exactement. Donc c'est un peu simple de dire aujourd'hui, c'est de la faute des Ukrainiens, nous on ne comprend pas pourquoi ils se sont entêtés, enfin je veux dire, c'est d'un cynisme... C'est d'un cynisme absolument scandaleux. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que, vous l'avez rapidement évoqué, on va y revenir évidemment, ça prendra beaucoup de cette émission, le conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les Américains ont définitivement fermé la porte de l'Ukraine ? Pas forcément définitivement, mais je pense qu'ils sont peut-être plus lucides, entre guillemets, désormais, que les Européens qui continuent à vouloir expliquer qu'on ne va pas abandonner l'Ukraine, etc., qu'il y a même des négociations qui pourraient se faire pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Europe, bon, et qu'ils font diversion parce que politiquement, ça devient très compliqué pour l'administration américaine actuelle de continuer à... Biden a essayé. Il a essayé de lier une aide à Israël à une aide à l'Ukraine. Bon, ça n'a pas marché. Ça a d'ailleurs mis en danger le budget américain. Voilà. De toute façon, oui, ça, c'est une folie. Pas le vote du budget, plus exactement. C'est une folie économique de toute manière, mais comme ça l'est pour nous, bon, ça, c'est une... voilà. Mais on est dans une politique d'irréalité. On est dans une politique complètement idéologique. Et on essaie à toute force, puisqu'on voit que le monde entier est en train de se détourner de l'Occident et de se réunir sous d'autres auspices et de chercher à réformer complètement la gouvernance mondiale. Et face à cette fatalité, ce qui existe là devant nous, on continue à vouloir poursuivre forcément bêtement et forcément avec une certitude d'échec, dans une politique purement idéologique, de russophobie maladive, quand c'est pas la Russie, c'est la Chine, quand c'est pas la Chine, c'est l'Iran, enfin, je veux dire, on continue, voilà, on a nos, j'allais dire nos têtes de Turcs, on a nos... sans mauvais jeu de mots. Oui, sans mauvais jeu de mots. Nos boucs émissaires, quelque part. Voilà, on a nos vrais boucs émissaires qui justifient le discours ridicule maintenant, quand même, que plus personne ne peut avaler décemment, sérieusement, sur la démocratie, la liberté, la sécurité apportée par l'Occident. Enfin, soyons sérieux. Alors, je vous propose très rapidement d'écouter Sylvain Ferreira qui nous évoquait justement ce retournement de situation et de l'opinion américaine notamment. Tout ça s'inscrit dans un contexte plus large, comme nous l'avons déjà évoqué avec la problématique du Moyen-Orient. On apprend par NBC News, donc un média de premier plan américain, que Washington et bien évidemment Bruxelles, dans la suite des idées américaines, auraient mis la pression dès la semaine dernière sur Volodymyr Zelensky et ses équipes pour trouver à un moment donné une ouverture
vers des négociations de paix avec Moscou, parce que la situation militaire, nous l'avons déjà évoqué, est de plus en plus difficile pour l'armée ukrainienne, que l'apport en munitions et en matériel par les armées de l'OTAN et par les États-Unis va se tarir en raison de la crise à Gaza, et que les possibilités de faire autre chose que de négocier deviennent de plus en plus réduites. Alors j'imagine que vous souscrivez aux propos de Sylvain Ferreira. Ben, complètement, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a déjà, oui, on est en train d'expliquer, parce qu'on a longtemps dit « Ah mais c'est aux Ukrainiens de voir quand ils voudront négocier, sur quoi ils voudront négocier, comme s'ils avaient le choix. Hein » Alors déjà, ils n'avaient pas le choix, parce qu'en fait, c'est dirigé depuis Washington, et deuxièmement, ils n'ont pas le choix, parce qu'il y a une réalité militaire qui s'impose à eux. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'on prend le risque que la Russie n'avance trop ? Voilà. Ou est-ce qu'on arrive à un accord qu'on vendra comme une limitation des prétentions russes qui se serait étendue à toute l'Ukraine, comme on l'a dit depuis le début, ce qui est on créera les contours d'un consensus imaginaire. Voilà, c'est ça. Et donc on dira, on a sauvé quand même un gros morceau de l'Ukraine, ouf, c'est grâce à nous tout ça. Et donc oui, il y a des pressions considérables sur Zelensky, bien sûr. Bien sûr, mais ça prouve aussi que l'Amérique, contrairement à ce que le président Biden dit dans certaines de ses déclarations, n'est pas capable aujourd'hui de mener la guerre sur 2 fronts, 3 fronts, 4 fronts. Enfin, il a expliqué. Ni sur un d'ailleurs. Ni sur un seul. Déjà, c'est très compliqué quand on voit les difficultés qu'a l'OTAN et la réalité de ce qu'est l'OTAN finalement, qui n'est pas une armée, qui est une collection de forces éventuellement dédiées à des opérations communes, mais qui, en l'espèce, n'a pas voulu s'engager directement sur le théâtre ukrainien. Comment vous jugez l'attitude d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui semble vouloir mettre sous perfusion l'Ukraine encore un peu plus avec, concrètement, les impôts des contribuables européens, quoi ? Ah oui, mais alors ça n'a pas l'air de la préoccuper trop, d'ailleurs, dans d'autres domaines pas du tout, non plus. Je pense qu'elle est, j'allais dire, c'est une Zelensky à l'européenne, c'est-à-dire elle vit aussi dans son illusion, c'est-à-dire c'est cette idée que à force c'est la méthode Coué, quoi, à force d'en parler, on va faire exister les choses et on va pouvoir escamoter ce qui dérange. Et les autres vont se rendre à l'évidence. Mais l'évidence, elle est diamétralement opposée. L'évidence, c'est que la Russie est là, la Russie va rester là, la Russie va assez bien dans l'ensemble, et en tout cas a réagi à cette extraordinaire pression qui a été mise sur elle d'une façon étonnamment solide. Donc, au lieu de comprendre cela, l'Europe, elle continue, puisque de toute façon, l'Europe, depuis le début, elle est le proxy du proxy, enfin, entre guillemets. Hein. Elle est le proxy américain qui actionne le proxy ukrainien et qui le nourrit. Elle tire la balayette, quoi. Oui, voilà, elle aide. Elle aide. Est-ce que, comment vous regardez la volonté de la Russie, par exemple, on a vu que les bases otaniennes qui avancent à l'Est, bien entendu, la Russie le voyait d'un très mauvais œil. On comprend pourquoi, évidemment. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, il n'y a pas de sujet, bien entendu qu'elle le voit d'un très mauvais œil. Est-ce que, finalement, la Russie en a quelque chose à faire de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE aujourd'hui ? Est-ce que ça changerait quelque chose ? Oui, alors, parce que ça la met sous l'égide de l'OTAN. Oui, ça peut changer à cause des garanties secondaires liées à l'entrée dans l'UE, des garanties de sécurité secondaires liées à l'entrée. C'est-à-dire que si l'Ukraine, mais c'est pas pour demain matin, entrait dans l'UE, les autres États membres de l'UE qui sont aussi membres de l'OTAN lui doivent assistance, pas forcément militaire d'ailleurs, mais lui doivent assistance en cas de menace sur sa sécurité. Mais moi je pense qu'on va surtout arriver à une neutralisation, et c'est la chose qu'il faut faire. C'est comme ça que ce qui reste d'Ukraine et de peuple ukrainien, parce que la population ukrainienne a singulièrement baissé. Surtout la population masculine, en l'occurrence. Oui, mais enfin, si vous voulez, la survie économique est en jeu de ce pays. Et donc, c'est comme ça que ça peut éventuellement se restabiliser un petit peu. Après, il faut voir quelles seront toutes les tractations. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Les Polonais ont des ambitions, d'autres ont des ambitions. D'autres ont des ambitions sur certaines parties du territoire ukrainien aussi. Donc, quel va être ce grand accord ? De toute façon, il se discutera entre Moscou et Washington, ça c'est sûr. Bon. Et je pense que ça va être très brutal.
très brutale et forcément en très grande partie, même si peut-être Moscou fera quelques petites concessions s'il faut en faire, un peu cosmétiques, mais ça se fera évidemment sur la base de la réalité militaire. Et la base de la réalité militaire, c'est que la Russie a récupéré quand même un bon petit morceau de l'Ukraine. Voilà. Comment vous interprétez aujourd'hui le basculement de l'engagement américain de Kiev à Tel Aviv? Est-ce que c'est tout simplement parce que c'est une façon, ça peut d'ailleurs être les deux, est-ce que c'est tout simplement une parfaite opportunité pour les États-Unis de se sortir de ce bourbier ukrainien? Une diversion. Ou est-ce que tout simplement ils ont des intérêts beaucoup plus importants côté israélien que côté ukrainien, où concrètement ça consistait essentiellement à essayer de gêner la Russie? Plus que ça, d'affaiblir et de provoquer, parce que la Russie, c'est l'État qui résiste. Hein. Bien sûr. C'est l'État qui résiste, et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez insupportable, si vous voulez. C'est psychologique. Ça me fait penser à la Serbie, moi, si vous voulez. C'est vraiment des États c'est récalcitrants, quoi. Ils sont récalcitrants. Bon, et puis la Russie, c'est pas la Serbie, c'est gigantesque, c'est énorme, c'est richissime, c'est voilà, en termes de ressources. Donc, je pense que l'idée d'affaiblir durablement, et même dans les rêves les plus fous des néocons américains, de provoquer à un moment donné un changement de régime à Moscou est une idée qui a encore ses promoteurs et qui est une idée de fond. Mais là, ils sont tombés sur un gros os, on va dire. Bon. Alors, pourquoi le Moyen-Orient? Parce que le Moyen-Orient, mais c'est lié. Le Moyen-Orient est en train de passer aussi, si j'ose dire, dans l'orbite un peu des BRICS. Et on a bien vu, moi je pense que le point important, c'était l'accord Iran-Arabie Saoudite du printemps. Sous l'égide chinoise. Sous l'égide chinoise, mais aussi ça a été très favorisé par les Russes. Ça fait longtemps que les Russes discutent avec les Saoudiens, etc., etc. Et ça a été probablement, du point de vue américain, quelque chose de tout à fait insupportable, qui a relancé les négociations entre Israël et l'Arabie Saoudite, mais avec derrière l'argent américain, les promesses américaines, les accords américains, les marchés américains, etc. Enfin, les Américains étaient aussi à la manœuvre pour faire en sorte que les Saoudiens aient intérêt à une normalisation avec Israël. Parce que finalement, une fois que le Moyen-Orient passe dans l'orbite des BRICS, on va dire l'argot sensu, ça c'est une énorme perte en termes non seulement de ressources, de rivalité, y compris énergétique pour les États-Unis, et surtout de capacité de nourrir la croissance chinoise, la croissance même indienne. Bon. Donc la manœuvre, elle est là. Donc ils ont intérêt d'abord à montrer à Israël qu'ils sont à ses côtés, on a toujours dit qu'Israël était un peu la pointe avancée de l'Occident au Moyen-Orient. Bon, là, voilà. Mais l'idée, c'est de reprendre en main le Moyen-Orient avant qu'il n'échappe. On peut dire que pour l'instant, c'est mal parti. Hein, c'est très, très mal parti. Parce qu'avec ce qui se passe à Gaza, avec la manière dont Israël a réagi à l'attaque du 7 octobre, le consensus moyen-oriental contre ce que fait Israël dans la bande de Gaza se renforce. Et l'Amérique est donc en difficulté. Et en même temps, elle ne veut pas non plus que ce soit la guerre mondiale, parce qu'elle n'est pas forcément capable de la tenir non plus. Visiblement. Donc, si vous voulez, c'est un mélange de pression. Par exemple, les Américains viennent d'envoyer un de leurs sous-marins Ohio qu'ils ont rééquipé pour passer des missiles intercontinentaux à des missiles balistiques. À des missiles de croisière, ils l'ont fait passer, Suez, Mer Rouge, etc. Donc ils sont dans une manœuvre. Alors ça permettrait de taper l'Iran. Bien sûr. Hein, au passage. Ce qui est quand même le rêve de pas mal de gens encore aux États-Unis. Je pense à John Bolton, mais autour de lui, il y en a des gens. Bon. Donc, Nuland, Kagan, j'imagine, tous les néoconservateurs habituels. Donc, ils sont pris au piège de leur propre rhétorique et de leur propre folie, si vous voulez. C'est-à-dire, il faut tenir quand même, et il y a de grosses pressions en ce moment même sur Israël pour que l'opération dure le moins longtemps possible, parce que la fenêtre de tir, si j'ose dire, est vraiment de quelques semaines avant que
que le monde entier ne se retourne complètement politiquement contre ce que fait Israël sur la bande de Gaza, sans compter que les résultats militaires sont assez aléatoires à attendre vis-à-vis du Hamas. Donc il y a cet angle-là, faire pression sur Israël pour que ça ne déborde pas, alors que le pouvoir israélien actuel peut avoir intérêt au contraire à mettre le feu aux poudres à l'échelle régionale. Et en même temps à montrer qu'ils sont là et qu'ils seront capables de réagir, il faut voir, si ça sautait dans tous les coins. Voilà, J'aimerais qu'on revienne juste un tout petit peu en arrière au 7 octobre. Je ne sais pas si je suis très claire, mais bon. On va prendre le temps, de toute façon, on a encore beaucoup de temps. Le 7 octobre dernier, on est d'accord, le Hamas frappe Israël avec des groupes d'ailleurs affiliés, pas forcément tout à fait identifiés. Il pénètre sur les territoires israéliens en plusieurs points et frappe dans une attaque terroriste plusieurs lieux. En tout, à peu près 1400 personnes perdent la vie, des milliers de personnes sont blessées, essentiellement des civils totalement innocents. Il y a également 200 otages qui sont pris par les combattants du Hamas. J'ai qualifié volontairement cette attaque de terroriste. C'est un sujet qui, pour certaines personnes, est un sujet à caution. Est-ce que c'est le mot ad hoc, selon vous ? Les modes d'action sont complètement terroristes. L'idée était de perpétrer la terreur, de provoquer la terreur. Et de frapper indistinctement des civils. Frapper indistinctement des civils, et donc ça c'est clair. Donc il n'y a pas de sujet. Non, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Non, bien sûr, il n'y a pas de sujet. Après, pour moi, c'est une opération militaire. C'est une opération psychologique et militaire qui visait précisément, parce qu'il n'y a jamais eu une attaque de cette ampleur contre Israël. À sidérer, finalement. À sidérer et à provoquer. Parce que c'est une humiliation, là aussi, quand même, pour le système israélien. Pour Netanyahou, évidemment, qui a toujours expliqué qu'il était monsieur sécurité. Bon, là, quand même, on peut difficilement vraiment pris en défaut. Pour le renseignement israélien, pour l'armée israélienne, qui était occupée ailleurs, en Cisjordanie, etc. Donc c'est un affront terrible. Et donc, la représaille est une vengeance et forcément a été extrêmement brutale, avec moi j'appelle pas ça des dommages collatéraux, quand même, 11 000 morts, 11 000 morts en un mois, c'est quand même beaucoup, voilà. Civils. Alors on peut dire que le Hamas se sert des populations palestiniennes, les prend aussi en otage d'une certaine manière, oui, mais enfin, quand même, pour atteindre le Hamas, faire 11 000 morts, c'est énorme. Et c'est là que fonctionne le piège du Hamas. C'est-à-dire qu'il y a un discrédit moral qui s'abat sur Israël, forcément. Et en même temps, ils ne peuvent pas ne rien faire. Et pour arriver à faire quelque chose, il faut... Alors, ont-ils bien fait même au plan militaire? Ça se discute. Mais ils ont commencé par un déluge de bombes pour préparer leur entrée par des raids. D'ailleurs, ils l'ont appelé le déluge d'Al-Aqsa, en réponse... Voilà. Donc si vous voulez, tout ça est humainement monstrueux. Je dis une bêtise, je me reprends tout de suite. Le déluge d'Al-Aqsa, c'est le côté du Hamas. C'est l'autre. Voilà. Et l'autre, c'était le glaive de fer, je crois. Oui, je sais plus. La réponse. Mais sinon, je vais me faire... Voilà, de toute façon, si vous voulez, c'est terrifiant d'un côté comme de l'autre. C'est terrifiant d'un côté comme de l'autre. Il faut que ça cesse, ça c'est sûr. Et en ce moment, il y a d'énormes pressions américaines, mais pas seulement, aussi qataris. Je crois qu'il y a même en ce moment, entre le chef de la CIA, celui du Mossad et les Qataris, il y a des négociations pour arriver quand même à faire une petite pause pour essayer de sortir les otages. Parce que le problème des otages, c'est qu'ils sont dessous. Voilà. Donc, et que comme Israël n'a évidemment pas les plans des quelques centaines de kilomètres de tunnels, bien sûr. De tunnels, même s'ils en ont déjà détruit beaucoup. Oui, je crois un peu plus d'une centaine. Si vous voulez, le Hamas, il se prépare à ça depuis très très longtemps. Donc ça ne va pas être une promenade de santé pour les forces israéliennes. Ça va être coûteux en hommes, bien sûr, en soldats, mais ça va être aussi très compliqué, même en termes d'objectifs à atteindre militairement. Donc quand on dit on va détruire le Hamas, il n'y aura plus de Hamas, etc. Pour faire ça, il faudrait sans doute un temps considérable. Or, il n'y a pas beaucoup de temps, parce que sinon, c'est l'autre partie du piège qui se referme, qui n'est pas le piège militaire des tunnels, etc., mais qui est le piège du discrédit politique mondial et de
de la baisse progressive de soutien, d'abord des opinions, puis ensuite des gouvernants occidentaux, face à cette opération. Dans ce cas, je vous propose d'écouter un ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin. Une réponse proportionnée. Comment on fait pour proportionner par rapport à la barbarie? Mais enfin, écoutez, Madame Apolline de Malherbe, les populations civiles qui sont en train de mourir à Gaza, elles n'existent pas. Parce que l'horreur a été commise, il faut que l'horreur soit commise de l'autre côté. Nous sanctionnons la Russie quand elle agresse l'Ukraine, nous sanctionnons la Russie quand elle ne respecte pas les résolutions des Nations Unies, et voilà 70 ans que les résolutions des Nations Unies sont votées en vain et que l'Israël ne les respecte pas. Vous souscrivez aux propos de Dominique de Villepin, qu'il est quasiment le seul à tenir après avoir occupé des fonctions aussi importantes, hein? Oui, je pense que, et d'ailleurs on essaie tout de suite de le décrédibiliser en expliquant qu'il est payé par le Qatar, etc. Je pense qu'il dit des choses très justes et que la question des populations civiles gazaouis ou d'ailleurs israéliennes, si vous voulez, il faut chercher une proportion, effectivement, et c'est très compliqué, bien sûr. Mais ce qu'il a dit aussi, je ne sais pas s'il l'a dit là ou dans une autre interview, je pense que c'était dans une radio un matin, sur Europe 1, il a dit que la force, enfin, il n'y a qu'une solution, c'est la justice. C'est-à-dire qu'il va falloir traiter la question palestinienne qui était en passe d'être totalement dissoute dans les accords d'Abraham et dans la grande manœuvre américaine qui date de Trump, qui était celle d'une normalisation d'Israël avec les pays arabes, une normalisation générale, le sort des Palestiniens là-dedans, c'était un peu inchangé, plus ou moins en tout cas. Donc là, oui, il y a un problème, si vous voulez, on ne peut pas tout excuser non plus. Parce que les gens qui vivent à Gaza, oui, on va dire, ils soutiennent le Hamas, mais est-ce qu'ils ont le choix ? Est-ce qu'ils ont le choix de faire autre chose ? Donc là, il y a un problème éthique et il y a un problème, je dirais, de toute façon, c'est un vrai traquenard pour Israël. Parce que non seulement est en train de se recoaguler toute la région contre Israël, mais ça va très au-delà. C'est-à-dire, ça va nourrir la haine, ça va nourrir la revanche, ça va nourrir la vengeance pendant encore des décennies. Alors, est-ce que c'est un objectif ? Est-ce que c'est ça qui va garantir la sécurité d'Israël ? Non. Non. Donc, Dominique de Villepin, oui, il ose dire les choses et sortir de la logique de simplement l'émotion qui justifierait de tout faire en retour. Si vous Alors, voulez. il y a son pendant, Dominique de Villepin, qui a occupé les mêmes fonctions que lui, c'est Manuel Valls, on l'écoute. Et les Israéliens sont en train de lutter contre une organisation islamiste qui a déclaré la guerre aux Juifs, aux chrétiens, à l'Occident et à nous-mêmes. Ils ont tué, bon sang, ils ont tué 40 de nos compatriotes. Et ici, il y a des gens qui disent, il faut en finir avec le Hamas, mais il faut le faire de telle ou telle manière. Non, c'est la Dominique de Villepin, de ce point de vue-là, se trompe et je ne suis pas d'accord avec lui. Bon, alors, on a le sentiment tout de même que c'est quand même Manuel Valls qui occupe le discours principal dans les médias aujourd'hui. C'est pas Dominique de Villepin. Non, c'est sûr. Je dois dire que moi, je trouve ça assez scandaleux, ce qu'il a pu dire. Et surtout, parce qu'il accrédite l'idée d'un conflit, d'une guerre de civilisation. Et moi, je veux bien, c'est commode, c'est pratique, c'est bien, c'est tout ce qu'on veut. Bon. C'est terriblement américain, d'ailleurs, comme par hasard. Mais ça ne me semble pas être le cas. Mais ça ne me semble pas être le cas. Donc, bien sûr, il y a une instrumentalisation des communautés et des confessions religieuses, quelles qu'elles soient, par un certain nombre d'acteurs qui ont intérêt, pour des raisons généralement beaucoup plus prosaïques, le gaz, le pétrole, les marchés, les armes, à faire agir certains États contre d'autres, à casser certaines dynamiques régionales, enfin bref, je ne parle même pas des monnaies.
c'est pas pour rien qu'on a cassé le Moyen-Orient, nous aussi, au nom des printemps arabes. On avait trouvé un autre truc à l'époque, mais on a cassé essentiellement tout ce qui était grand, riche et, comme par hasard, assez laïque. Bon, on a gardé les États religieux et maintenant on nous explique que c'est un grand conflit de civilisation entre la civilisation occidentale, chrétienne, etc., et juive, bien sûr, et judéo-chrétienne, et derrière le monde islamique qui est en guerre contre... Non, c'est pas vrai. Enfin, moi, je n'y crois absolument pas. Je pense que c'est beaucoup plus basique que ça, mais qu'évidemment, c'est très pratique. C'est très pratique parce que ça entretient la confusion, ça permet... De polariser très fort. De polariser énormément, ça permet de réveiller des communautés comme chez nous. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, chez nous par exemple en France, des forces qui se servent de la présence d'une forte communauté de Français musulmans ou d'origine, même pas des Français, mais en tout cas de confession musulmane, qui cherchent à les instrumentaliser pour comment dirais-je... Pour importer le conflit, tout simplement. Pour importer le conflit et pour finalement accréditer cette idée que voilà, il faut que l'Occident maintenant combatte le monde musulman dans son ensemble et à tout prix. Enfin, si je résume peut-être un peu violemment, pour transformer la cause palestinienne en cause islamiste presque. Oui, mais moi je pense que c'est pas du tout le cas. Je pense que le peuple palestinien, il a un autre problème. Il a un problème de trouver un territoire sur lequel il puisse vivre en étant palestinien, puisque les autres États arabes ne les veulent pas chez eux. Il y a des chrétiens en Palestine aussi. Il y a des chrétiens en Palestine, il y en a de moins en moins, mais il y en a. Et que donc la question palestinienne ne peut plus, et c'est sans doute l'effet premier, peut-être, de ce qui s'est passé en octobre dernier, qui est un massacre en effet, c'est de faire qu'on ne va pas pouvoir l'escamoter. On ne va pas pouvoir l'escamoter, il va falloir la traiter. Parce que qu'est-ce qu'on va faire de tous ces millions de Palestiniens? On va tous les mettre en Cisjordanie, on va faire quoi? Il faut trouver une solution. J'ai une question entre parenthèses peut-être. On le plaque comment, le choc de civilisation, sur le conflit qui a chassé les Arméniens du Haut-Karabakh? Justement, voilà, si vous voulez, vous avez tout à fait raison, j'aurais dû le dire. C'est l'exemple même, c'est la démonstration que ce n'est pas là. Alors là, on voit pas le choc de civilisation là. Non, parce qu'en fait, les États-Unis, plus l'Azerbaïdjan, plus la Turquie, plus Israël, ça va ensemble contre l'Arménie. Voilà. Et contre la Russie. Donc, si vous voulez, tout ça est à géométrie variable selon les intérêts locaux, régionaux de telle et telle puissance et ses alliances et ses contre-alliances. Et voilà. Et on vient nous expliquer après que c'est les Juifs et les chrétiens contre les Arabes de la planète. Non. Moi, je ne pense pas que ce soit le sujet. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème ni d'antisémitisme, ni de communautarisme musulman en France et qu'il faut le traiter et qu'il faut faire très attention à ce que justement toute cette simplification n'en vienne pas à faire se liguer des populations chez nous, musulmanes, contre l'Occident. Si vous voulez, ça crée le conflit de dire ça. Bien sûr. Expliquer qu'il y a un choc des civilisations, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. C'est complètement, pour moi, c'est complètement faux. On a évoqué très rapidement le Qatar. Alors, comme on n'est pas à un paradoxe près, vous évoquiez le fait que le Qatar était, au moment où nous parlons, en train de conduire finalement des négociations entre le Hamas et Israël, ce qui est quand même fabuleux. Enfin, ils sont bien placés puisque les dirigeants du Hamas sont plutôt au Qatar. Oui, ils ont été financés par le Qatar avec la complaisance ou l'accord et même l'encouragement d'Israël pendant des années. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme d'habitude, c'est les marionnettes qui se retournent contre leurs marionnettistes, mais que le Hamas a été très largement transformé en organisation politique, puisqu'au départ c'était plutôt des extrémistes islamistes religieux, transformé en organisation politique et monté en graines dans la bande de Gaza pour affaiblir le Fatah, l'autorité palestinienne, qui était théoriquement la structure qui devait promouvoir ce fameux État palestinien après les accords d'Oslo. Donc, voilà, il s'est agi de diviser
de les renforcer. On les a trop renforcés, voilà. Et ça n'a rien enlevé, ni l'argent qatari, ni rien du tout, n'a rien enlevé à leur souhait d'exister militairement contre Israël, parce que eux ont décidé évidemment qu'Israël n'a pas à être là, etc. Donc si vous voulez, c'est pour ça que ces déclarations comme celle de Valls ne font que porter la foudre, ne font que porter la haine, ne font que comment dirais-je, que chercher à coaguler des forces extrêmement dangereuses. Et donc, comme d'habitude, les populations civiles feront les frais. Chez nous, ce sera des attentats. Là-bas, ce sera des dizaines de morts palestiniens en plus. En Israël, ce sera aussi de nouveau des attaques. Il y a plein d'attaques en ce moment. Le Hezbollah attaque au Sud-Liban. Enfin, je veux dire, les Houthis. Enfin, on est dans une situation extrêmement dangereuse. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte à l'échelle de cette région et même à l'échelle globale, puisque maintenant, comme les rapports de force globaux, géopolitiques ont beaucoup changé, on n'est plus dans les années 90, on n'est même plus dans les années 2000, où la Russie était encore en phase de convalescence, voilà, où la Chine n'avait pas encore les mêmes préoccupations que celles qu'elle a aujourd'hui. Donc on est dans une situation où il faut quand même raison garder et essayer de faire tomber les passions au maximum. Ça n'enlève rien à l'horreur de ce qui s'est passé, bien sûr, le 7 octobre. Ni à l'horreur de ce qui s'est passé depuis à Gaza. Enfin, on a tous vu quand même beaucoup d'images. Donc je pense que si on prétend parler de justice, de paix, d'apaisement du moins, parce que la paix, d'apaisement, il faut plutôt avoir un discours du type de celui de Dominique de Villepin et essayer d'oser traiter le problème palestinien enfin. On peut toujours dire « Ah ben oui, mais les Palestiniens n'ont pas voulu du plan 48. » D'accord, on est en 2023. Donc maintenant, c'est la seule façon de désamorcer un peu, parce que c'est parce qu'il y a cette injustice énorme au cœur du Moyen-Orient que tous les islamistes de la terre et de la création et tous ceux qui les actionnent viennent se greffer sur ce problème-là, viennent exister là-dessus, viennent se faire un pouvoir là-dessus et viennent entretenir le conflit et l'insécurité pour Israël. C'est une évidence. Donc, à la limite, ce qu'il faudrait, c'est discuter avec le Hamas, faire libérer les otages, trouver une solution politique. C'est pas juste éradiquer. Qu'est-ce qu'ils vont éradiquer? Ils vont éradiquer quelques dizaines de milliers, peut-être, dans le meilleur des cas, combattants du Hamas. Et après, il n'y en aura plus. Ils vont disparaître. Ça y est, ce sera fini. Ça ne marche pas comme ça. Ça va continuer. Alors, j'entends vos critiques quant à la riposte violente sur Gaza. Vous n'êtes bien sûr pas la seule à la formuler. Il n'en reste pas moins qu'il y a un discours qui, lui, est aussi plus radical encore que la riposte d'Israël actuellement. Je pense notamment à ce ministre qui a été limogé, Amichai Eliyahu, qui, lui, déclarait qu'il fallait larguer une bombe nucléaire sur Gaza. On ne va pas s'étendre sur le fond, évidemment, mais Israël a la bombe nucléaire ? Officiellement non. Officiellement non. Mais bon, enfin, c'est un secret de polichinelle. Il y a quand même, il me semble bien. Enfin, j'ai appris, moi, quand j'étais étudiante, qu'Israël était une puissance nucléaire. Et elle n'a pas signé le traité de non-prolifération des armes nucléaires? Non, je crois pas. Non, mais enfin bon, ça... Non, elle ne l'a pas traité, elle ne l'a pas signé, mais la question, c'est... Mais c'est surprenant, pardon, que ça... On revient même pas sur le fond de l'affaire, parce que ça fait pas un pli, mais c'est quand même surprenant que personne ne s'interroge sur ça, parce que moi, je me rappelle, quand Trump a été au pouvoir aux États-Unis, on a beaucoup parlé de l'accord sur le nucléaire iranien, qu'ils travaillaient trop, qu'ils avançaient trop, pas assez, etc. C'était quelque chose qui était un casus belli pour de très nombreux pays. Et là, finalement, il y a, j'allais dire, un ministre qui vend la mèche que tout le monde connaît déjà plus ou moins, et ça provoque aucune réaction. Mais non, mais parce qu'il est entendu... Tout le monde sait que ce qu'on appelle la stabilité stratégique du Moyen-Orient, ça aussi, ça date de mes études, mais ce qu'on appelle la stabilité stratégique du Moyen-Orient, c'est le fait qu'il n'y a qu'une puissance nucléaire au Moyen-Orient et que c'est Israël. Et c'est ça qui assure, soi-disant, la stabilité stratégique.
et la défense d'Israël, puisqu'il y a cette idée que, on ne sait jamais, il y a une sanctuarisation du territoire israélien du fait de la possession d'armes atomiques. Mais on voit bien que depuis quelques années, non seulement l'Iran, mais pourquoi pas l'Arabie Saoudite, mais la Turquie n'est pas contre non plus, mais pourquoi pas les Émirats, si vous voulez. Après, c'est une question d'argent. Bien sûr. Oui. C'est une question d'argent, et c'est une question surtout de... Donc, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que la prolifération... Ce qui est clair, d'ailleurs, l'Irak l'a appris à ses dépens, c'est que quand on n'est pas sanctuarisé par la possession de l'arme atomique, eh ben, on n'est pas sanctuarisé, donc on peut vous envahir. Voilà. C'est un peu ce qui est arrivé à Saddam Hussein avant qu'il n'en arrive à éventuellement pouvoir être au seuil nucléaire. Et l'Iran, on comprend aussi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'une fois que l'Iran est nucléaire, et les Israéliens disent qu'il l'est quasiment, et ce qui est probablement le cas, bien sûr. Eh bien, il y a un danger considérable, il y a une incapacité de fait, en tout cas une limitation très nette, de la part des autres puissances nucléaires, déjà de pouvoir attaquer l'Iran, parce qu'on sait qu'il peut répondre. Il a une capacité de frappe en second. Donc, Et quand on est un pays de la taille d'Israël, c'est très pertinent d'avoir une bombe nucléaire ? C'était la logique, puisqu'ils ont eu quand même tous les pays arabes autour dès leur création, si vous voulez. C'est que c'est un pays en guerre depuis sa création. Bon, après, on peut discuter de la légitimité d'Israël, etc., etc. Mais ça, c'est des débats interminables. Mais à partir du moment où Israël est né, s'est créé, s'est renforcé, il a été environné d'ennemis qui contestent sa légitimité à être là. Bon, dans cette partie du monde. Donc, de ce point de vue-là, la quête et l'obtention de l'arme nucléaire pouvaient paraître une bonne idée. D'ailleurs, la France n'y est pas pour rien. Elle a aidé Israël à l'époque. Et les États-Unis, bien sûr, considéraient que c'était un facteur de stabilité, en tout cas de dissuasion considérable dans la région. Mais aujourd'hui, encore une fois, tout est différent. Donc c'est pour ça aussi qu'Israël est tellement opposé à l'obtention de l'arme nucléaire par l'Iran. Et depuis si longtemps. Parce qu'en fait, ça neutralise complètement leur capacité de pouvoir menacer l'Iran. Voilà, c'est fini. Là, c'est ce qu'on appelle le pouvoir égalisateur de l'atome. Voilà. Les pays du G7 se réunissaient au Japon. Les ministres des Affaires étrangères ont appelé Israël à une trêve humanitaire. On a vu le résultat. Fin de non-recevoir de la part de Netanyahou. Aujourd'hui, on a vu Emmanuel Macron également se rendre au Proche-Orient, tenter quelque chose d'ailleurs, aller aussi bien en Israël qu'en Cisjordanie, en Jordanie. On a vu que ça n'a pas été suivi d'effet non plus. On a le sentiment aujourd'hui, depuis le début de cette émission, on a parlé de la Russie, on a parlé de Washington, on a parlé de la Chine, on a parlé d'Israël, effectivement. On a parlé un peu d'Union européenne, pas forcément dans les meilleurs thèmes qu'on ait pu trouver. Mais la France, elle est où dans tout ça ? La France, c'est toujours le même problème, c'est que la France se refuse à exprimer sa singularité. Mais en a-t-elle encore une ? Vous savez, j'allais dire, ça se décrète. Il faut décider qu'on peut dire des choses, c'est tout. Il faut décider qu'on peut avoir une approche face à un conflit. C'est très difficile, c'est très compliqué, on se prend des pressions en pleine face, bien sûr, et de toute nature, mais il est tout à fait possible. Et je ne dirais pas dans le cas d'espèce, après une première déclaration un peu naïve du président de la République, je pense qu'il a quand même essayé de tenir un peu... là, pour le coup, le en même temps n'est pas mauvais, si vous voulez. Oui, il n'a pas le choix. Non, il n'a pas le choix. Alors, peut-être pour des raisons de sécurité intérieure, mais je pense qu'il a rappelé la solution à deux États. Alors, est-ce que c'est la solution à deux États qui doit être poursuivie? Je n'en sais rien. Puis quels deux États? Et quels deux États, et où, et comment, et bon, bref. Mais en tout cas, il a rappelé, lui aussi, comme d'autres, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut qu'Israël fasse attention, parce que plus l'opération durera à Gaza, plus le soutien des pays occidentaux va faiblir.
faiblir. Et c'est Des déjà opinions occidentales. des opinions, mais derrière les opinions, il y a un moment où les pouvoirs, surtout quand il y a des échéances électorales, les pouvoirs doivent malgré tout en tenir compte un petit peu, même si nos démocraties ne sont pas parfaites. Donc, je pense qu'il a essayé de montrer que la situation était difficile. On peut pas juste tout laisser faire. On peut pas laisser faire un tapis de bombes pendant des mois dans la bande de Gaza avec des dizaines de milliers de morts. C'est pas possible. C'est pas humainement possible. Ou alors on se met en retrait. C'est pas éthique, mais ça tombe. Ah ben oui, non mais ça n'est pas possible. On ne peut pas promouvoir ça et on ne peut pas cautionner cela. Ça n'est pas possible. Donc il faut assez vite que la partie déloger le Hamas, extirper le Hamas se fasse très vite maintenant et qu'il y ait une pause. Mais il doit y avoir une pause, à mon avis, pour les otages. Parce que quand même, on dit qu'il y a déjà un certain nombre d'otages qui sont morts sous les bombes israéliennes. Voilà. Et donc, je ne sais pas combien sont encore vivants au jour d'aujourd'hui. Mais d'ailleurs, en Israël, les familles des otages demandent la pause, demandent l'arrêt, demandent que ça s'arrête, s'en fichent. Bien sûr. Ils veulent récupérer, bien sûr, les membres de leur famille. Donc, voilà, c'est un jeu extrêmement compliqué, extrêmement complexe. Je pense, moi, que plus on le dépassionne, plus on peut en fait le rendre humain. Et bon, c'est toujours ce que j'ai professé, c'est que le réalisme est beaucoup plus humain que l'idéologie et les doctrines folles, qu'elles soient messianiques ou autres d'ailleurs. Ce sera une excellente conclusion. Voilà. Merci beaucoup, Caroline Galacteros.